Enchanté, donc moi c'est Ludovic dans la vie de tous les jours, Flyman sur les internets. Eh ben, Romain, Ro Lestrange sur les internets. On avait prévu donc ce petit créneau avec vous pour que vous puissiez nous parler donc d'handicap international, de ce que vous faites, potentiellement de ce que vous faites aussi, justement pendant cette période de Covid. C'est un peu impacté. On voit comment ça se passe en France, mais on voit pas forcément comment ça se passe dans les autres pays. Et Ouais, tout à je fait. pense que vous êtes pour le coup la meilleure personne pour nous parler de cela. Bon, bah, merci beaucoup hein, de nous permettre d'intervenir et merci d'avoir consacré votre stream à Handicap International avec les dons qui montent et qui ne vont cesser de monter toute la nuit encore Tout à demain. fait. C'est vraiment très sympa. Donc, merci à vous et merci à tous les viewers aussi qui vous suivent. Alors, Handicap International est né en 82, déjà en période de crise et sur un terrain de crise, puisque c'était pendant la guerre au Cambodge. Vous n'étiez pas né. Et on était dans le plus grand camp de réfugiés, Kawidang, sur la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Et les trois fondateurs, qui étaient des médecins là-bas, voyaient arriver dans ce grand camp de réfugiés des personnes fauchées par les mines, des hommes, des femmes, des enfants. Et du coup, ils se sont dit, on ne peut pas rester comme ça, simplement, entre guillemets, simplement les soigner, mais il faut leur donner des perspectives, il faut leur donner une espérance, il faut leur donner un futur. Et donc, ils ont décidé de les appareiller de prothèses. Et puis, sur place, il n'y avait rien, et donc on va inventer et on va s'inventer. On dit aujourd'hui, avec beaucoup de guillemets, l'innovation frugale. Là-bas, ça s'appelait la démerde. Et donc, ils ont fait ça avec des morceaux de bambou, du bois, du caoutchouc, du métal qu'il y avait sur place. Et ils ont commencé à remettre les gens debout. Et ça, c'est l'ADN. C'est-à-dire permettre à toutes ces populations qui sont victimes de conflits, de catastrophes naturelles, etc., de pouvoir se choisir un avenir et donc s'intégrer dans la société par elles-mêmes. Donc ça, c'est fondamental. Et tout ce que l'on fait là aujourd'hui, tout l'argent qu'on collecte, c'est bien pour travailler à leur côté, aux côtés des populations vulnérables et des personnes handicapées, pour leur permettre de se remettre debout, de s'autonomiser, d'être autonome en termes financiers, en termes sociaux, de repartir dans la vie et d'avoir de l'espérance. Parce que dans ces pays-là, quand on est handicapé, en situation de handicap, on n'existe tout simplement pas parce qu'on peut imaginer ce que c'est qu'aujourd'hui de regarder quelqu'un qui est en situation de handicap. On a déjà des a priori, on a quelquefois des barrières, des difficultés, mais dans certains pays, c'est bien plus grave que ça parce qu'il y a des aspects culturels, il y a des aspects de croyances, et puis il y a simplement des aspects économiques qui font que ces gens-là ne vivent tout simplement pas. Donc ça, c'est globalement ce que l'on fait. On est présent dans 60 pays, on a plus de 380 programmes en cours, on est 3500 personnes sur le terrain, on est 350 à Lyon ici, puisque le siège est à Lyon, et on travaille avec acharnement auprès de ces populations les plus vulnérables. Alors, le Covid-19, on a du pot, nous, parce qu'on est urgentiste. Alors du coup, si vous voulez se réinventer, c'est ce qu'on fait en permanence sur le terrain. Mmh. L'agilité, c'est ce qu'on fait en permanence sur le terrain. Et donc, en une semaine, on avait entraîné toute l'association à réfléchir d'abord à se mettre en sécurité. Parce que vous savez, hein, vous avez pris l'avion quand l'avion volait. Hein. Mmh. Dans un avion, on vous dit, avant de mettre le masque à quelqu'un, quand on vous dit de mettre un masque, vous le mettez à vous-même. Si vous ne vous sauvez pas vous-même, vous ne pouvez pas sauver les autres. Donc, d'abord, on a sauvé nos équipes, mais très vite. Et donc, une fois qu'on avait sauvé nos équipes, on a travaillé d'arrache-pied pour trouver des solutions aux populations locales, pour les aider à pouvoir faire face au Covid-19. Alors, la distanciation sociale, quand vous êtes dans des villes bondées, c'est très compliqué. Et puis, dans tous ces pays-là, il faut vous dire que le milieu hospitalier n'est pas vraiment au niveau. Et puis, ils ont des vrais problèmes parce qu'il n'y a pas assez de personnel de santé. Et c'est très vite dépassé. Je peux vous prendre dans le Burkina Faso, où il n'y a qu'une vingtaine de lits ou un peu plus équipés de respirateurs. Enfin bon, vous voyez, ce ne sont que des exemples, mais Mmh. pour vous dire que ces personnes ne sont pas prêtes, ces équipes ne sont pas prêtes à faire face à ce type de problème. Ce que l'on fait, c'est qu'on constate. On constate qu'en Amérique latine, c'est terrible. On constate qu'à Mayotte, c'est terrible. En Afrique du Sud, c'est terrible. Dans certains pays d'Afrique, c'est terrible. Mais surtout qu'on a d'énormes difficultés à pouvoir simplement compter les cas. Comment on Mmh. va compter les cas dans ces pays où même le recensement n'existe pas? C'est très, très compliqué. Donc, Ouais, en compter les effet, ouais. cas, c'est compliqué. Voilà. Donc, on sait que auprès des Rohingyas, ça y est, il y a eu des cas qui ont été avérés. Les Rohingyas, je vous rappelle, c'est des camps de près d'1 million de personnes. Hein. Quand vous êtes près d'1 million de personnes dans un camp, c'est très, très compliqué. Hein. Mmh. Quand on est même dans un camp de réfugiés, 70 000 personnes,
à l'ouest d'Addis Abeba, c'est assez compliqué en Éthiopie, enfin, etc., etc. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu réinventé la façon de travailler. Par exemple, les véhicules que l'on prend pour le déminage, ben, on les transforme en véhicules pour transporter les malades. Mais encore, dans les ateliers où on fabrique d'habitude ben, des prothèses, on fabrique aujourd'hui de l'eau de Javel et puis du savon. Tout ce que l'on faisait auprès des populations qui souffrent, par exemple dans les pays où il y a des restes explosifs de guerre, vous savez, des gravats avec des restes qui n'ont pas explosé ou des mines, eh ben, on a aussi pris tout notre savoir-faire pour éduquer les populations à se prémunir du Covid-19 ou du coronavirus, comme vous voulez. Et par exemple, au Togo, on a créé des émissions radio pour promouvoir ces gestes, pour promouvoir d'abord la véracité et la réalité de cette maladie, de ce virus, cette pandémie, puis ensuite comment est-ce qu'on pouvait s'en prémunir. Mais par exemple, on n'est pas allé en Inde, on a traduit tous les gestes pour se prémunir pour le langage des sourds. Et ça c'est un travail énorme. Mais voilà, on met nos compétences, nos métiers au service des populations et des États de manière à les accompagner. Alors ça, c'est l'aspect sanitaire. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi un aspect économique et qu'il y a une crise économique qui est là et qui va être terrible, plus terrible que la crise sanitaire. Parce qu'il y a beaucoup d'informels, hein, une économie informelle, des gens qui se lèvent le matin et qui vont gagner leur croûte et puis ils se couchent le soir et ils ont eu de quoi dîner ou déjeuner ou un repas et c'est ça qui les sauve. Et aujourd'hui, ben, ils n'ont même plus ça. Donc ces gens-là, comment vivent-ils? Et là aussi, on intervient avec eux. Parce que ce sont des gens qui sont marginalisés, dans l'extrême pauvreté, dans des pays déjà extrêmement pauvres. Et alors sur le chat, avez-vous des questions? Il y a un bilan sur le site sur l'utilisation des dons, point d'interrogation, pour un Très maximum bien. de transparence. Tout est publié sur le site. Il faut savoir qu'on est très très regardé par les institutions officielles, hein, et tout est publié en toute transparence sur le site internet. On a un rapport d'activité où vous pouvez éplucher chaque don qui est donné et voir sa traçabilité qui va. Globalement, on va faire très simple, hein, c'est 80-20. On essaye de faire beaucoup mieux, mais 80% de ce qui est donné va sur le terrain. 20% va plutôt sur les frais de fonctionnement, les frais de collecte, les salaires, etc. Alors, on était tombé jusqu'à 17%, donc c'est vraiment très très bien, parce que pour 3500 personnes, tous les salaires à verser, toute la structure à faire vivre, tout l'investissement de communication pour collecter, ben ça, ce sont des fonds que l'on doit déclarer et qui sont très très clairement visibles sur le site. Donc, retenez 80-20 et quelquefois on arrive à faire beaucoup mieux. Par curiosité, pour 1 euro en communication, il y a combien d'euros en retour? 4,75. Donc, Voilà. le retour sur investissement de l'euro investi, donc je vous parlais du ratio, hein, globalement, 80-20. On arrive quelquefois à 17%, donc c'est encore mieux. Mais voilà ce que je peux vous dire, c'est ça, c'est 1 euro 4,70, 4,80 qui est récolté. Donc, je vais vous dire tout de suite, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais arrêtez de m'envoyer du marketing direct papier. Alors vous, les digital natives, je ne vous parle même pas de ça. Vous ne savez même pas ce que c'est qu'un marketing direct papier, une enveloppe qu'on reçoit chez soi, vous ne connaissez pas. Mais il y a plein de gens qui reçoivent des enveloppes papier avec plein de documents dedans. Ils me disent, mais arrêtez de m'envoyer ça. J'ai même reçu des courriers, des mails en disant, mettez plutôt l'argent sur le terrain. Mais ils ont raison. Sauf que quand je vois le retour sur investissement, ben, je suis désolé, mais ça fonctionne. C'est-à-dire quand on envoie des stylos, on envoie des calendriers, des choses comme ça, les gens sont heureux en fait de recevoir quelque chose qui trace ce lien et à travers ça on les remercie. Et je pense que c'est aussi bien de remercier les donateurs à travers ce qu'on leur envoie. Et il faut savoir que globalement, quand vous retenez ce ratio et que des gens vous disent ouais mais ils nous envoient toujours plein de courriers, bah ouais mais ce courrier-là ça paye et c'est ça qui compte. Ok, c'est très intéressant parce que je fais partie de ces gens qui se sont déjà posé la question, puisque je voyais ma grand-mère qui intervient sur différentes Ma grand-mère, ça y est, causes. hein, je retiens, Non, pareil. non mais, Donc, là, non, ma mais grand-mère. elle était On très note, active. on note. Elle était très active. En fait, c'est juste pour partager. Et je comprenais jamais. Elle recevait une tonne, des timbres, des petites cuillères en bois pour la cuisine, des stylos, mais dans tous les sens. Je fais partie de ces gens où je me dis mais pourquoi? Genre, en plus, elle donne, ça lui fait plaisir, elle a envie de le faire, mais elle demande rien en échange. Donc, mais gardez cet argent, quoi. Genre, vraiment. Et c'est vrai, j'ai jamais Bah vu oui, mais ça sous cet angle, en fait. ouais, mais il faut le retenir et puis il faut le faire savoir parce que c'est obligatoire. Et dites-vous qu'en marketing direct, c'est mais vraiment extrêmement compliqué de bouger une virgule, de retirer un truc. On fait des tests et chaque fois qu'on bouge, bah,
on tombe en termes de retour sur investissement. Donc, c'est vraiment chaque fois très adapté. C'est du fait sur mesure. Donc, il faut le faire savoir. Il faut dire que si on fait ça, c'est que c'est payant, sinon on ne le ferait pas. Rejoindre Handicap International, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe bien, d'abord. Alors, ça dépend comment on veut rejoindre. Il y a deux manières de nous rejoindre et d'agir à nos côtés. On peut postuler pour être salarié. Donc là, c'est très simple, hein. Vous avez tous les postes qui sont publiés sur les sites internet de Handicap International. Alors, il y a un site qui est un site de la fédération. C'est la structure Chapeau International qui regroupe un réseau de 8 associations nationales: France, États-Unis, Canada, UK, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse. Et il faut chercher dans tous ces sites-là à se positionner. Vous mettez des alertes et il faut vous dire que tout est publié. Alors, c'est vrai qu'on privilégie aussi la promotion interne parce que c'est un métier et ce sont des métiers extrêmement complexes. Et donc, on gagne beaucoup de temps quand c'est de l'interne, mais il y a bien entendu des postes qui sont à pourvoir et qui viennent bien entendu de l'externe. Moi, typiquement, je viens de l'externe. J'étais serial entrepreneur dans le marketing, la communication et le digital. Et j'ai fait ça pendant plus de 40 ans avant de rejoindre Handicap International. Donc, il y a des profils extrêmement variés. Donc, ça, c'est pour être salarié. Et sinon, bienvenue à tous les bénévoles. Comme vous, au fond, là, ce que vous faites, c'est du bénévolat. Donc, vous pouvez agir à nos côtés pour nous faire connaître et collecter, parce que ça va ensemble, nous faire connaître et collecter. Il y a des gens qui traversent la France en roller et qui font de la collecte sur Facebook, et chaque fois qu'ils font 1 kilomètre, ils demandent de verser, etc. Il y a des bénévoles qui nous aident à monter des opérations, hein. On a la pyramide de chaussures en fin septembre, on a besoin de bénévoles. Il y a tout ce qu'on fait en ligne sur Facebook. J'agis avec Handicap International sur le Facebook. On a fait une opération canapé engagé parce qu'on était tous confinés et dans son canapé, on se trouvait au centre du monde et en lien avec le monde, en lien avec des vidéos et des témoignages de nos gens sur le terrain, de nos experts sur le terrain, de bénéficiaires. Enfin, il y a 1000 façons d'être bénévole à nos côtés. N'hésitez pas, vous allez sur le site, il y a J'agis avec Handicap International, et comment devenir bénévole, et vous vous inscrivez. Vous nous envoyez des mails, vous nous harcelez s'il vous plaît, et on vous retiendra sans aucun problème. Les choses dont vous Oui. êtes le plus fier chez Handicap International. Vous savez, j'ai trouvé absolument formidable toute cette solidarité qui s'est manifestée pendant le Covid-19, nous tous confinés, tous enfermés dans nos 4 murs. Et j'ai trouvé exceptionnel le fait de rendre hommage à tout ce personnel de santé qui était en première ligne. Et moi, j'ai envie de vous dire que vraiment, ceux qui m'émeuvent énormément, ceux pour lesquels j'ai vraiment une admiration sans borne, ce sont tous les collègues du terrain qui, tous les jours, sont confrontés à la pauvreté, à des situations extrêmement compliquées de personnes handicapées, et que tous les jours, ils se lèvent pour les remettre debout. Et ça, je peux vous dire, moi, j'aimerais bien que tous les jours, on puisse les applaudir, parce qu'on n'en a pas conscience, mais moi, je suis allé quelques fois sur le terrain pour voir comment ils travaillaient, pour faire des constats de ce qu'on faisait. J'ai vu des gens par 40 degrés sous des cases en tôle faire de la physiothérapie auprès de bébés d'1 an qui avaient du retard pour qu'ils puissent réapprendre les gestes, apprendre ça à la maman, etc. Les mecs, ils transpirent à grosses gouttes, ils font 4 fois 3 heures de piste, de chaotique, ils se lèvent tôt le matin pour faire leur journée, ils rentrent pareil. Enfin, franchement, ce sont des gens exceptionnels. Et il y a une deuxième chose dont je suis très très fier, c'est qu'on est une association qui est installée sur 2 grands piliers. Il y a le pilier opérationnel dont je viens de parler, avec vraiment beaucoup de respect pour tous ces gens-là. Et l'autre chose, c'est ce qu'on appelle le plaidoyer politique. Alors, c'est un mot un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on va bousculer les hommes politiques et les femmes politiques pour faire passer des lois ou réorienter des lois qui existent. Par exemple, en 1997, on a fait signer un traité international d'interdiction de fabrication, de commercialisation et d'usage des mines antipersonnelles. Et on a réussi grâce à quoi? À l'époque, c'était grâce à ça. Aujourd'hui, c'est différent, mais à l'époque, c'était grâce à ça. C'est-à-dire qu'on faisait signer des pétitions sur des morceaux de papier, et ça nous a servi à faire plier les États. On s'est battu contre l'armement quand même, on nous a pris pour des fous. Eh bien, on a réussi à faire signer un traité international contre les mines antipersonnelles, et on est pris le Nobel de la paix. Et quelques années après, on a recommencé, on a été de nouveau pris pour des fous, parce qu'on s'attaquait à l'armement, contre les bombes à sous-munitions, on a fait signer un 2e traité international. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on se bat pour faire cesser les bombardements des civils dans les zones peuplées, dans les villes. Et ça, j'en suis très fier.
Parce qu'aujourd'hui, on a plus de 84 États qui nous suivent. Il y a plus de 60 ONG qui nous suivent. Il faut qu'on arrive à une centaine d'États derrière nous. Et là, c'est plus ça. Alors, j'ai pas de souris parce que moi, je fais sur le pad, mais prenez vos souris, prenez vos pads, prenez tout ce que vous voulez, mais signez la pétition sur handicapinternational.fr, ça s'appelle Stop Bombing. Et là, plus on aura de followers, plus on aura de gens qui auront adhéré, eh bien, plus on pourra faire signer, non pas un traité, parce que là, c'est simplement faire respecter le droit international humanitaire et les conventions de Genève. Donc, d'accord, ça existe. Le bon usage des armes, parce qu'ils font n'importe quoi aujourd'hui. Et donc, on va faire signer, fin d'année, tout début d'année prochaine, à Dublin, une déclaration politique pour rendre plus coercitif le fait de respecter donc les conventions de Genève et le droit international humanitaire. Ça, j'en suis très, très fier. Vous voyez, c'est deux sujets, les programmes, les gens sur le terrain, et puis tous ces plaidoyers politiques. C'est cette combinaison qui est vraiment formidable. Pourquoi ne pas obliger les grandes entreprises à verser un pourcentage annuel de leurs recettes? Aux associations. Mais si, mais oui, mais allons-y. Alors, tout à fait d'accord. Alors, bien sûr, j'ai d'autres mandats. Hein. Je suis secrétaire général de France Générosité. C'est plus d'1,4 milliard. Hein. On est plein d'ONG, de fondations regroupées dans un syndicat, France Générosité. Et je suis président de Alliance Urgence, qui c'est un groupement de 6 associations. Handicap International, je commence par nous, Charité Bien Ordonnée, Action contre la faim, Médecins du Monde, Solidarité Internationale, Plan et CARE. Et eux, Alliance Urgence, on communique et on collecte d'une seule voix. France Générosité, c'est justement pour travailler tous ensemble, échanger les bonnes pratiques, et puis aller au-devant des États pour faire ce genre de demande. Alors, la RSE, c'est un des dispositifs. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, surtout aujourd'hui. Et on est signataire d'une demande qui est une demande forte auprès du gouvernement français, qui s'intéresse autant aux associations et ONG qui s'intéressent au secteur privé et au secteur marchand. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour le secteur privé et assez peu pour le secteur associatif. Or, le secteur associatif, c'est quand même le lien social. Enfin, ça fait des décennies que les gouvernements en général se reposent sur nous pour tous les mandats internationaux dont je vous parle, mais en France, les SDF, les sans-abri, etc., etc. Donc, si on casse ça, si on ne soutient pas tout le secteur associatif, c'est tout un pan entier de la solidarité, du lien social qui casse. Qui va en pâtir? Les personnes que l'on aide, ce qu'on appelle les bénéficiaires. Et ça va être terrible. C'est pour eux que ça va être terrible. Pour nous, bien sûr. Mais nous ne sommes qu'un bras armé, qu'un opérateur. Mais tous ceux qui souffrent aujourd'hui, mais ils ne vont pas pouvoir continuer. Donc aujourd'hui, avec ce qui se passe, vous entendez comme moi qu'on risque de fermer Renault, que Airbus va licencier, etc. Mais dans les ONG, c'est pareil, quoi. On est une force économique et sociale de même nature. C'est pas parce que on est une organisation qui devons non pas gagner de l'argent pour des actionnaires, mais gagner de l'argent pour l'investir auprès de ceux qui souffrent, bon sang. Donc il faut absolument, et merci de la question, il faut être derrière nous pour faire pression auprès des députés, auprès du gouvernement, pour qu'ils s'intéressent de beaucoup plus près au secteur associatif. Oui, et 100 fois oui. Bonjour Handicap International. Soutien quel type de handicap? J'ai 2 enfants en situation de handicap, car on parle souvent des handicaps visibles, mais moins des handicaps invisibles. Tout à fait. Alors, on s'occupe de tout type de handicap. Hein. C'est-à-dire qu'on a commencé par la réadaptation fonctionnelle pour les personnes qui avaient été fauchées par les mines. Et puis, forcément, on s'est intéressé, comme je disais, à l'autonomie de ces populations-là dans le monde pour qu'elles puissent se prendre en charge et simplement espérer dans l'avenir et pouvoir aller à l'école, avoir une formation, trouver un job, se créer son propre emploi, etc. Et donc, on a aussi complété ça par de l'accompagnement psychique. Et donc, on a aujourd'hui une panoplie de thématiques assez vaste. Ça va jusqu'aux femmes battues. Enfin, il y a tous les traumatismes qui ont été vécus, subis ou mal nés, c'est-à-dire à la naissance, avoir vécu une naissance compliquée. On couvre tous ces types de handicap, mais je précise, aujourd'hui, même si on est 3500 dans le monde, on n'est pas assez nombreux pour s'investir en France. Et en France, il y a déjà, même si ce n'est pas parfait, beaucoup d'associations qui s'intéressent et heureusement au handicap. Mais je sais que ce n'est pas parfait, ni en France, ni ailleurs, mais si on peut s'imaginer que ce n'est pas parfait en France,
Je vous laisse juste entrevoir ce que ça peut être dans le monde où il y a à peine de quoi se mouvoir, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, c'est de la terre battue, il n'y a pas de trottoir, il faut traverser une route fréquentée par des camions qui ne vous regardent pas, enfin, etc., etc. Donc, c'est pas simplement faire un hôpital accessible, par exemple, ou c'est pas simplement avoir des physiothérapeutes qui vont s'occuper de vous, mais c'est aussi depuis le domicile jusqu'à une école ou un centre de soins ou même un centre de formation ou un atelier. Eh ben, comment est-ce que je fais si je suis déjà ou psychiquement ou physiquement handicapé? Donc oui, on s'occupe de tout type de handicap. Est-ce que la pétition numérique a le même impact que la pétition papier? Absolument. L'impact, c'est le nombre. Ce qui est intéressant dans le digital, c'est que la facilité d'accès, la simplicité d'accès, la rapidité de diffusion nous permet d'augmenter beaucoup plus rapidement que de faire des événements pour faire venir des gens qui, eux, vont signer du papier. Donc ça, c'est entre guillemets néandertalien, mais ça fonctionne, hein, et ça fonctionne toujours, et ça fonctionnera encore. Mais je crois qu'effectivement, l'enjeu est digital, parce que quand en 7 clics, je peux atteindre le président des États-Unis, ce que je me garderais bien de faire, on comprend que très rapidement, on peut faire partir une pétition. Et j'appelle de mes voeux tous ceux qui sont là, les viewers, mais les gamers, les streamers, tout cela, tout cet écosystème-là de se mobiliser et d'aller sur le site pour signer la pétition en ligne. Hein. C'est un clic, c'est facile. On n'a pas besoin de beaucoup de temps ni de beaucoup de mobilisation. Donc oui, et 100 fois oui, le digital est une aide extrêmement forte à la multiplication du nombre de signatures et ça a autant de valeur. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui vous a poussé, vous, à accepter ce poste de directeur de Handicap International France? Oui. En fait, moi, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est sans doute dû à l'éducation, mais j'ai toujours été acteur économique et social. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé ou fait travailler mes équipes bénévolement pour des associations. Quand j'étais à Paris, quand j'étais à l'international, quand j'étais, etc., dans les grands groupes ou pas, enfin peu importe. J'ai toujours eu cette sensibilité. Je pense que c'est mon éducation. Et puis un jour se pose la question. Les aléas de la vie, les rencontres. Et un jour, j'avais accompagné une autre association pour Handicap International pendant 3 ans pour dessiner son plan stratégique. Et cette association qui s'appelle Aide et Action Internationale m'a demandé de les rejoindre pour lancer le plan stratégique. J'avais 55 ans, puis je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le moment d'aligner les valeurs et le métier, et puis de regarder si la fin de mois est aussi importante que cela. Quand à 55 ans, je pouvais le dire parce que j'avais réussi ma vie économique. Mais au préalable, j'avais depuis 91, quand je suis arrivé à Lyon, travaillé 20 ans bénévolement pour Handicap International. Et on avait fait toute la communication, toutes les stratégies de communication. On avait lancé le sac à sapin, le couvre-livre du type Plio, les pyramides de chaussures, toute la logique pour faire signer les traités internationaux d'éminence personnelle, de bombes à munitions, etc. Et donc, j'ai passé quand même 3 ans et demi dans cette autre association. Et puis, Handicap International, un jour, m'a dit, voilà, maintenant, reviens, mais reviens dedans, cette fois. Et donc, j'ai eu là aussi un grand moment d'émotion. J'ai appelé ça Retour vers le futur, parce que j'avais travaillé 20 ans pour eux bénévolement et je revenais, mais de dedans, pour mettre au service ce que je crois pouvoir connaître de ces métiers, de la communication, du management, de l'organisation. Un petit peu d'économie, très peu de finance, c'est pas du tout mon mental. Ceux qui me regardent doivent se marrer, des collègues, parce que la finance, c'est vraiment pas mon truc. Mais en tout cas, pouvoir engager des innovations, être créatif, bouger, l'agilité, se remettre en cause et avancer pour le bien de la cause, ça oui. Donc voilà, c'est un cheminement, somme toute, assez classique. Mais c'est cette volonté d'aligner les valeurs et le métier. Je peux vous dire que mes collègues sont pareils. Hein. On n'est pas très bien payé dans les assos, donc c'est un choix. Et notre choix, il est vraiment guidé par la mission et les valeurs. Et ça, c'est tous les matins, vous vous levez avec la patate. Ça vous arrive de collaborer avec d'autres associations pour des projets probablement de plus grande ampleur? Ah, mais alors, absolument. Je parlais de solidarité. Ça fait des années, des décennies qu'on agit sur le terrain tous ensemble, hein, puisqu'on a tous un domaine d'expertise. Et donc, quand Action contre la faim est plutôt sur l'alimentation et nous sur l'accès des personnes handicapées à tous les services et tout ce qui est donné par les associations, mais aussi dans le développement dans les villes et dans les villages pour faire de l'inclusion des personnes handicapées, eh bien, on travaille ensemble, notamment dans les camps de réfugiés en cas de crise.
Et d'ailleurs, nous, on est logisticiens et on fait de la logistique pour Action contre la faim, Oxfam, CARE, Médecins du Monde, MSF. On travaille vraiment conjointement. Et le coronavirus a renforcé ces liens-là. Je vous le disais, on a créé Alliance Urgence, donc 6 associations, donc Action contre la faim, Médecins du Monde et les 4 autres que j'ai cités tout à l'heure. Mais on a aussi la même chose pour la logistique, on a la même chose sur le terrain, avec entre 6 et 15 associations. D'ailleurs, tous ensemble, on a, la semaine dernière, inauguré le premier pont aérien entre notre pays et les pays du Nord et l'Afrique. Et on a inauguré le premier vol qui est parti de Lyon et qui a emporté des humanitaires, du matériel, un commissaire européen et quelques institutionnels pour aller déposer du matériel et du personnel en Afrique. Et je peux vous dire que c'était très très important et très compliqué parce que on est vécu non pas comme des urgentistes sanitaires qui arrivent et qui agissent, mais nous c'était comme entre guillemets tout à chacun et on devait faire une quarantaine, machin, etc. Alors que c'était aussi urgent que tout le reste. Et donc on a été aidé par le gouvernement français, par Le Drian, par l'Europe, et on a pu créer un pont aérien. On était une quinzaine d'ONG pour partir en logistique. Et puis depuis, il y a plusieurs vols maintenant qui s'enchaînent, et là, on est 15 associations ensemble. Donc oui, on collabore énormément et de façon très solidaire. Je vous laisse entre jeunes. Amusez-vous bien. Bonne nuit. Merci, au plaisir. Au revoir. Au revoir. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée.